Salut les devins, c'est Saikyo, on va discuter Vegeta Super Saiyan 3. Aujourd'hui je l'appelle ainsi car les produits dérivés officiels au Japon le dénomment ainsi. On verra si par la suite au gré de quelques révélations sa forme prend d'autres contours, mais à la racine la plus officielle que nous trouvons, c'est bel et bien d'un Super Saiyan 3 dont dispose Vegeta, qui je le rappelle est plus conforme aux travaux d'origine d'Akira Toriyama, à ses croquis, esquisses et travaux de recherche donc, plutôt qu'à la version définitive. Volonté d'Akira Toriyama de s'émanciper des appuis de son éditeur d'époque, hommage au cœur de la série, peu importe, je voulais discuter avec vous du fait que Vegeta se tourne vers ce Super Saiyan 3, dans l'épisode numéro 12, et mieux comprendre ensemble pourquoi et comment Vegeta en fin de manga Dragon Ball d'origine dans l'arc Majin Buu observe amplement cette forme utilisée par Son Goku face à Majin Buu pur, vante ses capacités mais également pointe du doigt ses énormes failles, dont notamment le fait qu'elles soient très peu endurantes sur le corps d'un mortel, ainsi que, dès Dragon Ball Z Battle of Gods, Vegeta n'utilise plus le Super Saiyan 3, même à l'occasion d'un énervement colossal face à Beerus, touche pas à ma Bulma, il passe dans un Super Saiyan 2 amélioré qui a le don de ressembler à celui de son fils, Trunks du futur, Super Saiyan 2 de Trunks qui a poussé Son Goku au Super Saiyan 3 et une fraction de seconde au Super Saiyan God, pour dire à quel point le Super Saiyan 2 peut être développé par celui qui décide de le perfectionner. Alors bien que cet intermède Super Saiyan 3 paraisse peu probable, son fort taux d'improbabilité n'est pas égal d'incohérence. Il faut savoir distinguer les deux, ça soulève tout de même pas mal de questions, et rappelons-nous du placement chronologique de Dragon Ball Daima. Une poignée de mois après la défaite de Majin Buu. On estime cela à environ 6 mois, c'est vraiment une estimation au doigt levé, ce qui laisse à Vegeta relativement peu de temps pour développer le Super Saiyan 3. En premier lieu, il convient d'intégrer le fait que Vegeta et le Super Saiyan 3, c'est une tentative abandonnée. Vegeta n'a pas réussi tout seul à évoluer au-delà du Super Saiyan 2. Tout comme pour l'accession au Super Saiyan, Vegeta a dû observer et attendre en quelque sorte que Son Goku y parvienne, saupoudré du fait que son fils venu du futur l'avait obtenu. Vegeta a déverrouillé le Super Saiyan de niveau 1 en un temps record. Se souvient-on de cela ? Il n'a pas reçu les entraînements de Son Goku, n'a jamais été entraîné par Kaio au préalable, n'a pas eu l'entraînement intensif avec la gravité dans le vaisseau qui le mène sur Namek. Le niveau de Goku arrivé sur Namek explose sur lui de Vegeta. Et à la suite de ça, il y a eu encore des Zenkai Boosts, il y a eu des évolutions, des combats. Un combat, ça rime avec un entraînement en quelque sorte. Les pratiquants d'arts martiaux en zone commentaire nous le diront. L'entraînement théorique et physique, c'est super, et parfois il faut aussi le mettre en pratique. Parfois même, au sortir d'une compétition de très haut niveau, on voit le sien s'être amélioré. La progression ne se met pas en stase dès lors qu'il y a un combat sérieux. Au contraire, elle est décuplée. À l'époque, ça n'avait fait grincer aucune dent. Vegeta a déjoué absolument toutes les légendes Saiyan, le mythe selon lequel un Super Saiyan arriverait tous les temps d'années. Personne n'en avait que faire, évidemment. On passait d'une forme légendaire à 3 pour le prix d'un. Trunks, Goku, Vegeta, et les soldes sur la transformation ont continué par la suite. À cette époque-là, qu'a fait Vegeta ? Il partait de vraiment beaucoup plus loin que Son Goku, et lorsqu'il s'est battu face à C19, il ne m'a pas donné du tout l'impression d'être inférieur à Goku, qu'il y ait un fossé entre les deux, alors que Goku s'était entraîné également durant ce laps de temps en préparation de l'arrivée des cyborgs. Comment se fait-il que Goku ait quelque peu perfectionné son Super Saiyan, qui ne soit évidemment meilleur que face à Freezer, mais il n'avait pas l'air non plus si changé que cela, tandis que Vegeta devait faire d'énormes efforts pour rattraper son niveau de base, déverrouiller le Super Saiyan on ne sait comment, s'habituer à cette forme, la perfectionner un minimum également, au point tel qu'après ces batailles-là, lorsque Goku se réveillera de sa maladie cardiaque, Goku et Vegeta se mettront d'accord sur le fait qu'il faille aller au-delà du Super Saiyan et qu'il faut le faire évoluer, donnant naissance à tous les Super Saiyan, Dai Nidankai, Super Vegeta, Dai Sandankai, Super Trunks, ou encore Full Power, Goku et Gohan face à Cell. Avec ce retard dantesque, Vegeta est arrivé lorsqu'il le fallait au même niveau que Goku. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'auteur en avait besoin. Et qu'il y a une époque, un contexte, des situations dans lesquelles ça ne dérange pas, c'est même classe, c'est cool, c'est stylé ce qu'a fait l'auteur. Et il y a d'autres époques, comme la nôtre, où la moindre prise de risque fera des déçus, alors que ces deux évolutions de Vegeta remplissent un rôle similaire, subvenir aux besoins scénaristiques de l'auteur à un moment donné. Bien qu'évidemment, le Super Saiyan 3 a ses relents de fanservice, mais nous pondre Vegeta Super Saiyan face à C19 qui balance le Big Bang alors que Goku vient d'être mis hors jeu et qu'il trônait avec Trunks en Super Saiyan, évidemment que cela sert un récit
Et évidemment que c'était fanservice. On a tous vibré littéralement à l'époque face à ce Vegeta. Et certains ont vibré de nos jours avec le Vegeta Super Saiyan 3. Ce qui m'a dérangé à son sujet, je voulais partager durant ma review. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il passe cette forme-là, mais c'est plutôt l'aspect technique et certains choix artistiques qui, à mon sens, n'ont pas suivi et qui n'ont pas été au niveau de ce que Vegeta venait de faire. Tout comme à l'époque, Vegeta a eu une inspiration. Si lui-même est bloqué, atteint un plafond de verre, il n'a pas le Super Saiyan, voit Goku et Trunks le faire et va avoir un point de repère pour le viser. Va le voir à l'épreuve et va le voir en pleine transformation. Ça aide, me direz-vous. Pareil pour le Super Saiyan 3. Il l'a vu il y a de cela 1 an ou quelques mois en arrière, au cœur de la chronologie de DB évidemment. On ne va pas me dire que ça n'aide pas. Voir la forme être développée devant soi indique la quantité de ki à relâcher, à obtenir, comment la stabiliser, à quoi s'apparente le Saiyan, ce qu'il fait concrètement. Il y a un modèle, une base, une inspiration. Goku et Vegeta l'ont été à de nombreuses reprises pour l'un et l'autre, comme Gohan l'a été vis-à-vis du Super Saiyan 2. Il leur a montré que malgré tous ces entraînements-là, il y avait encore quelque chose au-delà. Vegeta et Goku ont couru après et l'ont obtenu. Cette fois-ci, c'est à Vegeta de monter dans le train déjà en marche du Super Saiyan 3, et bien qu'ayant émis des craintes il y a de cela à peine une poignée de mois à son sujet, qu'a-t-il au moment de Daima comme autre choix que de s'y essayer? Comment peut-il d'ores et déjà savoir que le Super Saiyan 2 serait perfectible, au point d'égaler un Goku Super Saiyan 3, voire même un Goku Super Saiyan God? Déjà, il n'y a pas de transfo divine à ce stade-là, mais ne serait-ce que vis-à-vis de l'étape supérieure, le 3e niveau. Il n'a d'autre choix que de le viser et tenter de l'atteindre. Et on réfléchira après, et on peut transposer ça avec divers arts martiaux. Il se peut qu'un coup dans l'arsenal d'un combattant vous plaise, que vous le trouviez efficace, mais que de votre analyse ou peut-être même des propos de ce combattant-là, vous apprenez que ça vous fracasse les articulations de le pratiquer. Alors vous allez vous dire, attends, bénéfice-risque, je vais commencer par l'apprendre et après je verrai comment contourner le système, comment l'adapter à ma propre sauce, comment faire autrement. Il y a des situations où l'on voit, l'on sait directement que l'on peut faire autrement sans avoir besoin de s'engouffrer là-dedans, mais parfois il faut acquérir la compétence pour ensuite pouvoir la détourner. C'est ce à quoi Vegeta semble s'exécuter avec le Super Saiyan 3. Vegeta est connu pour sa stratégie pragmatique et son refus de se limiter à des transformations qu'il considère inefficaces, voire contre-productives. L'apparition de son SSJ3 dans Daima pourrait s'expliquer alors par une tentative de sa part d'explorer cette transformation, uniquement pour en retirer le positif et constater des faiblesses. Tout d'abord, de par cet effet miroir avec Son Goku et le désir de le surpasser, qui a toujours été un moteur initial. Vegeta a toujours eu un besoin viscéral depuis sa première rencontre avec Goku, de rivaliser avec lui, voire de le dépasser. Lorsqu'il apprend que Goku a atteint le SSJ3, on se rappellera d'ailleurs de son état d'esprit, sachant qu'il ne l'avait pas déployé face à lui en mode Majin Super Saiyan 2, il était dépité et également humilié. Vegeta pourrait considérer cette forme comme un cap qu'il doit absolument franchir, malgré son scepticisme initial. Narrativement, ça s'explique dans Daima avec Vegeta, dans une situation où il est poussé dans ses retranchements, nécessitant un niveau de puissance que son Super Saiyan 2 actuel ne permet pas d'atteindre. De plus, avec une double contrainte qui plane sur lui. Il dit ne pas trop bien maîtriser son corps, et l'on sait à quel point le Super Saiyan 3 n'est pas favorable à l'équilibre corporel du combattant. Ça démontre d'un objectif personnel, Vegeta est frustré par l'idée d'être en retard sur Goku, il décide de s'acharner à débloquer cette transformation-là. Bulma nous parlera d'un entraînement extrêmement intensif, on juge mais on ne sait pas comment ni où il s'est entraîné, je préfère le rappeler. Ce que fait Vegeta ici, c'est plutôt un essai du Super Saiyan 3, une démonstration de force brute, en l'éveillant finalement. Bien que cela n'a pas été montré dans Daima à ce stade, ça pourrait être discuté par la suite, et j'espère avoir un relationnel Goku-Vegeta qui se tisse autour de ça, pourquoi pas dans l'épisode 13, cette forme doit, par toute logique, révéler rapidement ses limites. Le combat n'a pas été bien long face au Tamagami, et on n'avait pas l'impression que Vegeta souhaitait le faire durer. Cela resterait fidèle à ce qui a été établi dans l'univers de Dragon Ball, et serait posé sur la table le sujet du fardeau énergétique considérable. La forme SSJ3 consomme une quantité énorme de ki, ce qui épuise rapidement son utilisateur, ici Vegeta a priori, réduisant drastiquement la durée pendant laquelle il peut la maintenir. Goku a pu s'entraîner dans l'au-delà, Gotenks, Goten et Trunks ont vu et ressenti la forme, et sont ensuite allés dans la salle de l'esprit du temps pour la développer, avec une réserve de temps quasi illimitée. Goku avait donc un corps en quelque sorte immatériel et sans restriction physique. Vegeta s'est entraîné de son vivant, c'est certain, mais est-ce que l'on se rappelle l'état dans lequel était Vegeta durant l'arc-bout? Et on se rappelle ce qu'on vient de dire, les combats les plus rudes sont également des formes d'entraînement détournées. Après son sacrifice en Majin, comment est revenu Vegeta dans l'arc Majin Buu? Il est revenu mort.
avec une auréole sur la tête, mais le même type d'enveloppe que l'on accorde dans l'au-delà, aux personnages faisant office d'exception, tels que Son Goku. Ça veut dire que ce Vegeta-là a fusionné d'ailleurs avec Son Goku. Et on n'a jamais vraiment eu de réponse concernant les potentiels partagés. Est-ce qu'avoir fusionné avec Goku ou inversement avec Vegeta permet de mieux comprendre les mécanismes des diverses techniques qu'ils utilisent ou non? Si c'était le cas, ça aurait probablement été développé par Pibara dans Dragon Ball Super lorsque Vegeta voulait développer la téléportation. Peut-être que l'on apprendra plus tard que ça l'a aidé justement. Mais est-ce qu'ils ont accès à une connaissance concernant le panel de techniques réciproques? Bon, difficile à dire. Mais en tout cas, il a participé à cette fusion. S'est éveillé à des niveaux de puissance via végétaux qui sont indescriptibles. A combattu la créature Majin Buu, Gohan entre autres, absorbé. Après, ça a été le grand climax face à Majin Buu pur. Petit de taille mais colossal de puissance, Vegeta s'y est frotté. Et pendant tout ce temps-là, Vegeta était mort. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a mené des combats d'extrêmement haute intensité avec un corps mort. C'est relativement similaire à ce que Goku faisait dans l'au-delà, jusqu'à la défaite de Majin Buu et Vegeta se voit être ressuscité. Vient ensuite cet entraînement d'arrache-pied de la part du prince Saiyan, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, si ce n'est quelques éloges de la part de Bulma dans Daima. Vegeta qui durant cette bataille face à Majin Buu a pu observer en long, en large, en travers le Super Saiyan 3, ses qualités et ses défauts, il a tout pu analyser. Des bulles de dialogue sont carrément accordées à cela dans le manga. Il y a eu un regard profond qui a été apposé par Vegeta sur ce qu'a fait Goku en Super Saiyan 3. C'est déjà le début de l'entraînement. J'en reviens aux arts martiaux, n'importe quel pratiquant pourra nous répondre en zone commentaire que regarder d'autres s'exercer ou pratiquer, c'est déjà faire un pas vers l'accession à ce mouvement, à cette technique, à cette méthode ou philosophie de combat, sans avoir eu besoin de bouger le petit doigt, et ce travail s'est fait de manière cérébrale. Cette accession au Super Saiyan 3 de Vegeta a un impact sur sa stratégie de combat. Vegeta réalisant que le Super Saiyan 3 est impressionnant, mais peu fiable dans une vraie bataille, là où l'endurance et la gestion de l'énergie sont essentielles. Vegeta a d'ores et déjà quelques informations cruciales dans sa besace. Le Super Saiyan 3 est ce qui apparaît comme l'étape supérieure et déploie une puissance quasiment inégalée. Il reste un fardeau énergétique, mais l'on a déjà réussi par le passé à faire évoluer des transformations avant d'en débloquer une nouvelle. Sous-entendu, le Super Saiyan de niveau 1. Pourquoi ne pas bénéficier des acquis du Super Saiyan 3, de sa compréhension globale, de rester en Super Saiyan 2, de l'améliorer sur tous les aspects et de le pousser jusqu'à des retranchements qu'aucun Saiyan jusqu'à présent n'avait envisagé. C'est clairement ce que fait Vegeta lorsque l'on étudie son parcours au cœur de l'histoire de Dragon Ball. On en arrive à un choix pragmatique concernant l'abandon de la transformation. Après avoir testé le SSJ3, Vegeta pourrait décider de ne plus l'utiliser, préférant optimiser son Super Saiyan 2 qui pourrait s'avérer plus efficace et adapté à son style de combat. Il privilégierait l'efficacité énergétique, la puissance brute du SSJ3 pourrait être internalisée ou canalisée dans celle du Super Saiyan 2. Il a sûrement une affaire ou une histoire de contrôle dans l'histoire, ça paraît logique. Il s'affranchirait de toute consommation excessive de Ki, préfère se concentrer sur des formes qui permettent des affrontements prolongés, comme le Super Saiyan 2 amélioré aperçu dans Battle of Gods. Vegeta serait valorisé dans sa philosophie, mêlant équilibre entre puissance et contrôle, rejetterait à la poubelle l'instabilité du Super Saiyan 3, à propos duquel il ne verrait pas vraiment d'évolution ni de perspective. Le Super Saiyan 3 est-il vraiment perfectible au-delà de ce que Son Goku a réussi à en faire? Ça n'a pas l'air périn du tout, ça a l'air peu maîtrisable et ne correspond pas à la vision qu'il peut se faire d'un guerrier parfait. Ce qui fait d'ailleurs du lien avec l'Ultra Ego, là où Vegeta est obligé de se prendre des coups d'une grande intensité pour stimuler son esprit combatif. Lorsque cet esprit est stimulé, sa puissance de combat monte. Sauf que son physique n'est pas incassable et peut tomber au combat, car il a trop encaissé. Sur la base de l'Ultra Ego dans DBS, il y a un gros problème d'équilibre. Il y a fort à parier, si jamais DBS venait à reprendre ou à se poursuivre, que Vegeta y apporterait de grosses évolutions. Il le dit d'ailleurs à demi-mot au moment de son quasi-sacrifice face à Granola, acceptant sa défaite et la situation dans laquelle il se trouve, à savoir qu'il a acquis un pouvoir démentiel mais qu'il ne le maîtrise pas bien. À la fin de la bataille face à Majin Buu, Vegeta dispose d'un Super Saiyan 2 qui a dû s'améliorer depuis les débuts, mais pas tant que ça. Durant Daima, peu de temps après, il s'exerce à ce qu'il connaît, à ce qu'il voit de supérieur, à savoir le Super Saiyan 3 et flirte avec. Du temps passera et il aura largement amélioré son Super Saiyan 2. Ce sera la forme sur laquelle il mise au plus haut point, même en cas de menace extrême, c'est sur le Super Saiyan 2 qu'il peut compter. Puissance relativement similaire et endurance colossale. Pourquoi taper dans le 3 si cela ne marche pas pour lui? Et à partir de Battle of Gods, le lien se tisse avec Whis et on sait à quel point Whis n'est pas le plus grand fan des transformations, va aider Vegeta à développer
développer sa base et les transforts obtenus lorgneront plutôt du côté divin le SSJ God, le Blue. Et d'ailleurs, le God est peu exploité par la suite de DBS, quelquefois, mais pas tant que ça. Il l'est tant que le Blue n'est pas à son paroxysme, et lorsque l'on a la main mise sur le Blue, on n'entend quasiment plus parler du God, sauf durant quelques passages plutôt finement pensés comme face à Broly, pour pouvoir jauger du personnage, ou encore face à Jiren, au tournoi du pouvoir. Il y a un réel enrichissement selon moi du personnage de Vegeta, qui est sans aucun doute le plus développé de tout Dragon Ball, c'est quand même assez paradoxal. On a laissé l'abandon du Super Saiyan 3 et on explore plusieurs facettes du personnage. Son obstination, il pousse son corps à ses limites pour égaler Goku, mais il a également la maîtrise sur son obstination. Il ne va pas foncer tête baissée dans le Super Saiyan 3 ad vitam aeternam car c'est réputé étant le meilleur. Il va être pragmatique, Goku s'entête en quelque sorte avec le Super Saiyan 3, à tort ou à raison on verra bien. Vegeta analyse rapidement les limites de la forme et fait le choix rationnel de l'abandonner, chose à laquelle Goku s'est refusé. Vous pouvez même prendre le DLC sur DBZ Kakarot, on a encore cet affrontement là. Goku SSJ 3, Vegeta SSJ 2 amélioré. Et nous avons également l'évolution de Vegeta. Cet épisode en Daima marque une étape importante, bien qu'intermédiaire, dans l'écriture de Vegeta, montrant qu'il est capable de tirer des leçons de ses expériences pour progresser. Dans Battle of Gods, Vegeta démontre une forme de Super Saiyan 2 extraordinairement puissante lorsqu'il affronte Beerus après son assaut sur Bulma. Cette maîtrise n'est autre que le fruit de son entraînement intensif et du choix délibéré, équilibré de perfectionner une forme déjà efficace plutôt que de gaspiller son énergie dans une transformation instable comme le Super Saiyan 3. En le mettant de côté, Vegeta prouve qu'il n'a pas besoin de suivre exactement les traces de Goku, mais avant d'en arriver là, il y a tout un cheminement, débutant par l'arc Majin Buu, passant par Daima, arrivant sur Dragon Ball Z Battle of Gods. Devenir l'égal ou supérieur à Goku n'est pas tâche aisée, et ce qui peut convenir à Kakaroto peut ne pas être au goût de Vegeta 4. Ça renforce son identité unique en tant que guerrier réfléchi et stratégique. Au-delà de cette analyse, il reste donc plusieurs éléments à décrypter. Où et comment Vegeta s'est entraîné durant ce temps-là pour obtenir le Super Saiyan 3? Quelle est sa philosophie à ce stade de l'histoire par rapport à ce dernier? Ces deux éléments, il pourra en discuter avec Goku dès l'épisode 13 au cours de leur voyage. Ça ne serait pas étonnant et serait même enrichissant pour nous. Est-ce réellement le Super Saiyan 3 pur et dur ou d'ores et déjà une version réduite? Il y a beaucoup de monde qui parle d'un Super Saiyan 2.5. Alors, si l'on met de côté les goodies qui affirment que c'est un Super Saiyan 3, et je veux bien les croire, il n'y a pas de souci, je pense qu'il faut tout de même se mettre d'accord sur la vision que l'on a de ce Super Saiyan 2.5 si tel est le cas. Je suis pas contre du tout, mais il y a une des deux idées sur lesquelles je m'appuie plus que l'autre. Il y en a une qui dit que Vegeta part du 2, le développe, le dope, etc., le boost et en arrive à cette forme hybride. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ma vision des choses. Je dirais plutôt que Vegeta a atteint le Super Saiyan 3, et si l'on veut vraiment expliquer pourquoi cette forme a une apparence un petit peu atypique, au-delà de l'hommage aux travaux de Toriyama, ce serait plutôt car il part du 3 pour retourner vers le 2 mais qu'il aura boosté avec les apports du 3. Je pense, tel que je l'ai dit dès les premières secondes de cette vidéo, qu'il faut atteindre et maîtriser autant que faire se peut le 3 pour perfectionner au-delà des limites le 2. Partir du 2 selon cette idéologie n'est pas suffisant. Il vaut mieux obtenir le 3 et retomber ensuite. Quand je parle de retomber, ce n'est pas au sens péjoratif du terme, mais au contraire, aplanir le corps et l'esprit avec un Super Saiyan 2 qui brillera d'efficacité plus tard. Quand je vois ce Vegeta, je ne peux m'empêcher de le voir dans l'entre-deux. Et c'est probablement ça qui gêne, qui choque, qui fait polémique. Mais je le vois dans une étape intermédiaire, qu'ils soient en 3 ou peu importe, en 2.7, en ce que vous voulez, hein, nommez-le comme vous avez bien envie, on s'est compris. Je le vois en plein cheminement. Et c'est ça qui brusque, car Dragon Ball Daima fait le choix de se dérouler avant Dragon Ball Super et encore après l'arc Majin Buu. On a déjà parlé des problèmes de chronologie concernant Dragon Ball mille et une fois, et en ayant les bagages DB, Battle of Gods, Z ou encore Super derrière, on peut rater le coche concernant la grille de lecture de ce type d'épisode-là. Je n'exclus en aucun cas le fait que c'est moi qui ai raté ce coche-là, mais je vous partage en mon âme et conscience le fruit de mon analyse à ce sujet. Reste à lever le voile sur ce que se diront Vegeta et Goku dans les futurs épisodes dès le 13e. Ça pourrait croustiller dès le prochain. Reste à voir ce qui ne sera fait des évolutions de Vegeta durant cette même série. Et surtout, j'ai envie de dire, après. Si jamais une suite incluse dans la chronologie devait nous être apportée par le biais d'un film, d'une série, d'un manga, peu importe, et que cette suite-là se déroule encore dans un entre-deux mais qui est après Daima, ce serait vraiment intéressant de voir ce qu'il en est de Vegeta. Car c'est bien beau de propulser ce Super Saiyan 3, c'est bien beau de faire une vidéo pour l'expliquer, l'analyser, etc. Mais si l'œuvre elle-même ne va pas au bout
de ses ambitions, ça ne servira à rien. Si l'on nous laisse dans cet état-là, ce sera sujet à questionnement assez sérieux quant à Vegeta. Il manque quelque chose, le puzzle n'est pas complet. C'est pour cela que ça parle beaucoup à son sujet à ce jour, mais il faudrait songer à clore cette discussion tôt ou tard. Ça peut arriver dès le 13e épisode, comme ça peut arriver dans 3 ans via je ne sais quelle itération. Vegeta peut être en tout cas perçu à ce stade comme dans une étape intermédiaire dans son parcours de guerrier. Il s'agit d'une démonstration de son ambition, sa capacité à se remettre en question, tout en posant les bases de son approche plus méthodique des transformations dans les arcs à venir. Après Dragon Ball Daima, il y a de réels points de connexion vis-à-vis de cela. Ça enrichit son développement. J'espère que les officiels le feront encore plus, tout en restant cohérent avec son pragmatisme qui est, et je pèse mes mots, assez légendaire. Si cette analyse vous a plu, le pouce en l'air est nécessaire. Je fais des rimes comme si j'avais été recruté à Nouvelle École. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, activez la cloche, forgez-vous vos propres analyses. Vous savez à quel point cela me tient à cœur. N'hésitez pas à me les partager en zone commentaire. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.